Ja, vielen Dank, Herr Klapproth, für diese sehr Merci beaucoup, Monsieur Clapper, pour cette introduction très créative. J'ai pas lu le Spiegel, mais je suis quand même là. Alors, je suis d'Allemagne du Nord, et puis on sait qu'il y a différents peuples, et donc nous sommes habitués à gérer l'inattendu. Alors, je suis là très volontiers, premièrement parce que je ne suis jamais venue à Berne. C'est une ville merveilleuse dont je n'ai jamais vu aussi une belle. Et M. Clapper l'a dit tout à l'heure, nous sommes vraiment donc des experts du Conseil des experts, où nous conseillons le gouvernement depuis des années et nous nous préoccupons de ce sujet déjà depuis 2021 et même avant. Et nous avons fait un rapport sur la numérisation que nous leur avons soumis. Et je vais vous en donner des extraits, mais pas que. Puisque le sujet du jour, c'est la transparence, et là, j'aimerais vous convaincre que c'est lié à la numérisation. Pour commencer, je vais commencer par un tweet d'un collègue, en fait, monsieur le professeur Gralidis de Cologne, qui avait dit, alors je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais il s'est exprimé par rapport à un rapport Covid. Donc, bien sûr, j'en ai profité pour le mettre parce qu'il y a aussi des louanges. Il dit que 20 ans de blocage et d'intérêt particulier ont laissé le secteur de la santé stagner numériquement et naviguer à vue. Et donc, il donne toute une liste de choses que nous ne savons pas. Et je ne sais pas si c'est mieux en Suisse, mais je suis volontiers prêt à entendre que vous en savez plus. Mais il dit que nous n'en savons rien sur le nombre de lits disponibles, donc occupés, libres, et vraiment des données quotidiennes. Nous ne savons pas combien de professionnels infirmiers il y a à temps plein en secteur intensif. Nous ne savons pas non plus combien de personnes sont vaccinées et quels sont les effets secondaires, parce que nous n'avons pas de registre. Et donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment maintenant changer. En Allemagne, nous avons déjà un certain nombre de prescriptions qui doivent garantir cette transparence. Mais, comme M. Clapper l'a dit, eh bien, elles sont subdivisées par secteur. Et donc, c'est absolument pas perméable. Pour les hôpitaux, il y a des assurances qualité que nous utilisons, y compris dans la recherche, mais nous ne savons pas ce qui s'est fait en amont de l'hospitalisation, nous ne savons pas pourquoi ils sont là, et nous ne savons pas ce qui se passe après leur sortie de l'hôpital. Aucune idée. Et dans le domaine ambulatoire, ils ont aussi leurs trucs à eux et qui ne sont pas publiés parce que ce serait vraiment horrible qu'on en sache un peu plus sur ce qui se passe en cabinet. Ils sont obligés aussi de faire ce qu'ils doivent faire et ils sont contrôlés, mais nous, on n'en sait rien. Donc, c'est le contraire de la transparence. Dans le domaine des soins, là aussi, grande panne, on s'est dit, on va vraiment y aller de la transparence, on va donner des notes et ça passe de 1, très bien, 6, qui n'est pas insuffisant, donc, à l'école. Et le résultat, c'est que presque tous les EMS ont eu des 1 ou pas loin. Ce qui, en fait, on avait beaucoup de documentation, mais pas vraiment de résultats patents. C'est là aussi la plus grande opacité possible. Alors, que nous faudrait-il? C'est vraiment une question très importante. Quels sont les indicateurs qu'il nous faut? Alors, certains savent que nous faisons la différence entre les indicateurs structurels du processus et de résultats. Et donc, il faut savoir ce qu'on collecte lorsqu'il faut y aller de la transparence. Alors, bien sûr, les indicateurs structurels, combien de personnel on a, dans quelle région, mais on ne sait toujours pas s'il y a un impact. Donc, il y a assez d'exemples où on a vu qu'il y avait une excellente structure et dès qu'on arrive à le mesurer, eh bien, on voit que le résultat n'est pas non plus patent. Après, autre indicateur, ceux de processus. Par exemple, à Gütersloh, nous présentons un rapport sur les AVC. Résultat, tout vite, c'est que nous constatons que en utilisant des personnes de référence après l'hospitalisation, eh bien, les résultats sont bien meilleurs. Donc, il y a plus de visites, plus de médicaments, plus de formation. Mais après, on ne voit pas les résultats. Donc, on sait qu'il y a un suivi, mais on voit qu'il y a la même mortalité post-hospitalisation. Peut-être, voilà, vous voyez, là, les indicateurs de processus ne nous disent pas tout sur ce que nous aimerions tellement savoir. Et puis,
discipline royale, ce sont les indicateurs de résultats. Eh bien là, nous avons surtout des problèmes statistiques lorsqu'il s'agit vraiment des prestataires en tant que tels. C'est vrai qu'il faut quand même rester modeste, même si on a une grande transparence en termes de disponibilité des données. Et là, on le voit par exemple pour les prothèses du genou. Donc, 1,3% de personnes, de patients ont été réopérés pour des raisons de complications. Alors après, si on veut savoir si un hôpital est meilleur ou moins bon que cette moyenne, eh bien, il faut à peu près compter 447 prothèses du genou par an. Or, seuls 2,5% des établissements atteignent ce nombre d'opérations. Donc, vous voyez, bon, mais il vaut quand même mieux savoir ce qu'il en est que de ne pas savoir. Et là, il y a du pain sur la planche. Là, vous voyez un petit peu les opportunités que nous propose et que nous apporte la numérité, par exemple, la sécurité, l'efficacité du traitement. Et ça aussi, on peut penser aux patients, là. Par exemple, on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y avait des charges défectueuses, c'est déjà arrivé dans un médicament contre l'hypertension. Et là, on a eu ce problème. Le médicament avait déjà été vendu, cette charge défectueuse, et on ne peut pas juste rappeler comme pour les voitures. Ce serait simple. On pourrait dire, voilà, il y a telle et telle charge, et on envoie un rappel de marchandises. Mais ce n'est pas aussi simple que cela, même si les pharmaciens ont les numéros de charge. Et puis, pour combler les lacunes aussi, c'est important, la numérisation, la transparence pour le patient qui sait ce qu'il a. Car c'est vrai, moi, j'ai un certain nombre de maladies graves dans ma famille et il ne passe pas un mois où je ne traduise pas des rapports médicaux en langue compréhensible par les personnes de ma famille. Donc là aussi, il y a un problème. Et puis les gains de qualité, c'est aussi une possibilité qu'offre la numérisation. Pensez aux maladies rares, par exemple, où nous essayons aussi de dépister très rapidement les indices ou les signes de maladie, par exemple par la numérisation. Et ce sont autant de domaines où on n'utilise pas encore la numérisation, ce qui nous mène à des index pas très jolis. C'en est aussi un qui émane de notre rapport Gütersloh. Alors là, vous le voyez, que l'Allemagne est assez loin, la Suisse est un peu mieux positionnée, mais il n'y a aucune raison d'en être fier. D'autres pays comme l'Estonie, par exemple, c'est notre exemple, notre parangon dans ce domaine. Ils sont déjà beaucoup plus loin. Après, d'autres petits pays, eh bien, on voit qu'ils arrivent très vite à mettre en œuvre des réformes, même très profondes. Et il faut le dire, parfois, il est aussi plus simple de les mettre en œuvre lorsqu'il y a une structure hiérarchique. Il faut le dire. Alors, ce n'est pas toujours souhaitable, on est d'accord, mais dans ce domaine-là, pour imposer, par exemple, la numérisation et augmenter la transparence, eh bien, c'est parfois. Donc, et on voit que des pays comme le Canada, le Danemark, le Royaume-Uni sont déjà bien avancés. Ils ont déjà beaucoup plus pu mettre en œuvre parce qu'ils ont un système plus hiérarchique, contrairement à, par exemple, notre système basé sur les Länder en Allemagne. Voilà. Alors, nous parlons aussi d'autres choses dans notre rapport, par exemple l'utilité de la numérisation dans le secteur de la santé. Nous parlons aussi des applications, etc. Donc, je vais utiliser mon temps de parole pour vous parler du dossier électronique du patient et pas en Allemagne, que nous voulons introduire rapidement maintenant. Et après, si on a encore le temps, je vais vous parler aussi de l'utilisation encore plus efficace de nos données de santé. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que la numérisation, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Non. Ça dépend aussi de contrôler les moyens utilisés et de voir s'ils sont vraiment en faveur du patient. Donc, il faut des études et il faut apporter la preuve de l'efficacité. Donc, il ne s'agit pas de favoriser l'une ou l'autre des économies ou des entreprises, pas du tout, ou des prestataires. Ça n'a rien à voir. En fait, il faut réfléchir si cela fonctionne bien sur le plan du système entier. Et en Allemagne, nous arrivons
répond très rapidement aux limites de la protection des données. Nous l'avons vu aussi pendant la pandémie, car c'est vrai que nous avions une application Corona que nous ne pouvons pas analyser parce qu'elles sont tellement verrouillées par la protection des données que nous n'avons pas de données centrales et nous ne savons pas ce qu'il faut améliorer, quel groupe nous avons pu atteindre et interpeller et quel changement ça a opéré, alors que ça aurait été possible dans l'application sans problème. Mais on a dit qu'on ne souhaitait pas pour des raisons de protection des données. Donc, vous voyez, il y a eu une pesée des intérêts et des différents droits fondamentaux. Et là, on ne l'a pas fait. On n'a pas pondéré la protection des données avec la vie et la santé des patients. Ensuite, bien sûr, il faut aussi savoir que la minimisation des données et la stricte limitation à la finalité sont vraiment une réalité dépassée. Car il est évident pour tous qu'on ne peut pas faire d'excès ou qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données. Donc, ça paraît logique, bien sûr. Mais voyons, si par exemple on pense à l'intelligence artificielle ou simplement des procédés analytiques, statistiques pour voir s'il y a des facteurs auxquels personne n'a encore pensé. Par exemple, est-ce qu'il y a un groupe sanguin qui était plus fragile vis-à-vis du COVID ou pas? Vous voyez, on ne peut pas vérifier ces données parce que c'est interdit. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être ce qu'on pourrait augmenter les sanctions pénales si quelqu'un dépasse les limites et les instructions. Par exemple, en Estonie, le président avait été hospitalisé et son dossier avait été... il y avait eu une fuite vers la presse. Et là, on a pu savoir qui c'était puisqu'il y avait seulement 5 médecins qui avaient accès. Et celui qui était lié à cette fuite a perdu son approbation. Vous voyez, donc ça, par exemple, c'est une sanction qu'il faudrait dans le contexte de la protection des données, mais ouvre davantage. Voilà, alors, dans le dossier électronique du patient, il faudrait quand même beaucoup de choses, mais ce sont des données sensibles, on est d'accord. Alors, on parle des données sur les soins que nous connaissons déjà, mais qui ne sont pas encore regroupées, qui ne sont pas encore interconnectées, de sorte que nous puissions les analyser. Ensuite, par exemple, on pourrait aussi y mettre des informations indépendantes du cas, comme par exemple le carnet de vaccination. On pourrait aussi imaginer d'améliorer la communication en ayant un protocole de la douleur, par exemple chez les patients migraineux. On pourrait vraiment regrouper cela pour qu'il n'y ait pas des petites enveloppes, des petits carnets à un côté de l'autre, mais que nous ayons vraiment un dossier complet et que nous puissions mieux évaluer la situation du patient et aussi regrouper ces informations sur le plan systémique pour améliorer les soins en tant que tels. Alors ça a un avantage, bien sûr, pour le patient. Ça a aussi un avantage pour les prestataires qui ont une meilleure image, une vue d'ensemble, qui peuvent agir plus rapidement parce qu'ils ont des propositions plus rapides, par exemple, de soins, et peuvent en discuter avec le patient. Alors, sur le plan de l'économie, on voit tout clairement l'augmentation de la productivité grâce à la transparence et aussi à la réduction des coûts de transaction. Alors, c'est vrai, j'ai appris que, par exemple, ma mère, qui a eu un cancer du sein, eh bien, on lui a donné toute une pile de DVD pour qu'elle l'amène au médecin. Et je ne sais pas quand vous avez fait le dernier DVD, mais chez nous, on le fait. On le fait sans que quelqu'un se demande comment on pourrait vraiment rendre ces données mieux accessibles à ceux qui en ont besoin pour être efficaces. Alors, bien sûr, il y a des risques, il ne faut pas les taire, y compris pour ce qui concerne la transparence. En Allemagne, beaucoup de projets sont en échec parce qu'il manque de transparence et tout le monde n'est pas convaincu que la transparence est une bonne chose. Je sais que beaucoup de médecins disent « moi, je me sens contrôlé, y compris par la caisse maladie ». Je comprends, il faut exclure cela. Mais quand même, l'information de savoir qui a de meilleurs succès avec sa méthode, mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un système qui devient un système apprenant. Et donc, il faut tenir compte, bien sûr, des risques dans l'implantation du dossier électronique du patient. Autre aspect qui est très important actuellement chez nous et qui vous attend peut-être, en France, ils ont déjà passer le cap, c'est la question de savoir comment
un dossier électronique du patient ou un dossier du patient électronique, comme vous l'appellerez comme vous voudrez, comment est-ce qu'il faut l'amener au patient? En Allemagne, nous avons fait ce qui suit. Alors, lorsque vous avez un tel dossier, il faut vraiment dire activement « je veux » un dossier électronique, et chaque fois que vous allez chez le médecin, et je dis bien chaque fois que vous allez chez le médecin, donc vous allez chez le docteur Müller et vous lui donnez le droit d'accès, eh bien, si vous y retournez, vous redonnez le droit d'accès au dossier et à l'application. Et après, vous devez décider qui doit pouvoir accéder aux données, les acteurs économiques, la recherche, etc. Voilà. C'est autant d'éléments et cela mènera, comme pour en France, qu'il y aura un échec tonitruant. Et nous sommes décidés en faveur d'un opt-out. En fait, nous avons dit, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'abord mettre à disposition ce projet, et puis tous les médecins qui ont été sélectionnés ont un droit d'accès. Donc, chaque patient doit pouvoir le décider, c'est clair, y compris aussi pour l'utilisation des données pour la recherche. Voilà, maintenant pour finir, les données de routine qui existent déjà, car nous devons avoir un système de santé apprenant pour de nouvelles possibilités de diagnostic et de traitement. Et aussi, alors, au niveau individuel, c'est difficile, mais à comparaison internationale, on voit que vraiment nous sommes à la traîne et nous demander comment arriver à une solution productive. C'est vrai que, par exemple, ça pourrait aussi être utile pour l'évaluation des interventions politiques. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des patients aussi qui accèdent à l'information plus facilement et qui participent aux décisions et à son parcours thérapeutique. Alors, il faut contrôler et adapter si nécessaire. Voilà. Pour résumer, lorsqu'on a un problème efficace et centré sur le patient, enfin, si on le veut, il faut passer par la transparence. Et ce n'est pas juste un beau mot, c'est vraiment une nécessité, car il le faut pour mettre à disposition toutes ces données qui sont de part et d'autre. Et cela ne concerne pas seulement l'assurance de la qualité, bien sûr, mais aussi toute la planification des besoins, la planification des exigences et aussi pour la recherche. Et il y aura vraiment un goulot d'étranglement, c'est le manque de numérisation. Et là, on le voit. Et en Allemagne, elle est critique. Nous espérons que le nouvel gouvernement empruntera la voie que nous préconisons. Et nous espérons que l'année prochaine, après la gestion de la crise Covid, il y aura plus de temps pour ce domaine de la numérisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Greiner. Je vous demande de prendre place. Et maintenant, l'originalité de notre forum, c'est que nous allons essayer d'en faire une table ronde et un feedback et s'aider à réfléchir réciproquement, quitte à se taper sur le doigt, ce qui me plairait en tant que journaliste. Bon, bref. Donc, je demanderai aussi aux autres intervenants de venir. Et je commencerai d'abord à Madame Eliane Kreutzer de venir. C'est la directrice de la HSK, Wolfram Struve, qui est responsable politique de la santé et communication, Pascal Besson, membre de la direction et responsable du département gestion, économie et qualité de H+. Et puis, Dr Marc Juni, qui est CEO adjoint de Sanaker, spécialiste en médecine interne générale, FMH. Professeur Greiner, professeur en économie, et c'était donc mon podium, mesdames et messieurs. Notre table ronde est complète. Et voilà. Alors, nous avons à peu près 20 minutes pour les questions, pour réfléchir à tout cela et à ce que nous avons entendu. Et comme dans Arena, notre débat télévisé, je poserai donc des questions aussi et je donnerai le micro au public. Alors, tout d'abord, une petite vérification avec nos panélistes. Lorsque vous entendez notre expert allemand, et vous voyez, voilà, on n'est pas tous des bons élèves, puisque l'Estonie est déjà bien loin, à 10. On aurait un 10.
et puis la Suisse n'aurait que 2,5 et l'Allemagne aussi. Enfin bref, comment le voit le médecin? Alors la numérisation, c'est vraiment un sujet maître. Et je crois qu'il n'existe aucun groupe professionnel aussi mal numérisé. Moi, je suis médecin, donc je peux le dire. Je suis aussi, donc je suis médecin en cabinet, donc je peux le dire. C'est nous, c'est donc le grand sujet, c'est donc Sachs. Ah oui, on fait encore des DVD. Pourquoi pas le graver dans la pierre, tant qu'à faire. Donc, oui, alors, j'étais à un congrès allemand et j'avais pas l'impression que c'était bien mieux là-bas. Donc, je crois qu'il y a une organisation en faveur de la numérisation qui a été freinée entre-temps. Et on a aussi la discussion du dossier électronique du patient. Et pour la sécurité du patient, moi, je saluerais si on pouvait vraiment mettre en place maintenant une bonne solution et aussi une possibilité d'échanger les informations efficacement. Et maintenant, le point de vue des hôpitaux. Si vous voyez l'Allemagne, vous l'enviez ou pas? Oh, je crois que nous battons un peu sur les mêmes chantiers. Nous aussi, nous travaillons sur le dossier électronique du patient, sachant que la protection des données, c'est aussi un obstacle pour moi. Donc, si je comprends bien, trop de protection des données, c'est pas top. Ou pas assez. Alors, peut-être pas assez concerté, je dirais. C'est peut-être plutôt ça. Alors, et le point de vue des assureurs, Monsieur Struve? Alors là, nous n'avons rien à faire dans le dossier électronique du patient. Nous ne sommes pas impliqués. Mais bon, lorsqu'on compare le grand canton avec les 26 petits cantons, eh bien, je crois qu'on a vraiment les mêmes problèmes. En fait, il y a de bonnes approches, mais qui ne sont pas applicables. Les deux pays, en fait, sont en train d'essayer de changer les choses. Donc, c'est vrai qu'il y a une foule d'interventions parlementaires sur les identificateurs des patients, sur le dossier électronique du patient. On a vu que la loi qui a été promulguée n'est pas opérationnelle et inopérante. Et c'est vrai que des fois, on fait des expériences dans les petits pays où on fait d'abord une expérience dans un petit cercle. Et en Allemagne, on essaye toujours tout de suite de faire le grand projet. Et ça fait longtemps que l'Allemagne travaille là-dessus. Ah bon? C'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait dire que ça fonctionne mieux dans un grand pays? C'est vrai que Daniel Klein a raison qu'on peut vraiment aussi faire une plaisanterie là-dessus. Donc, vous dites que notre avantage, que nous soyons une espèce de laboratoire, puisque nous sommes si petits. Bon, après, Appenzell, est-ce qu'il y a un médecin appenzellois? Bon, bref, on se comprend. Donc, ça peut devenir un problème. Et je le dis à ma façon, on a 3 petits-enfants, un Allemand, un Français et un Suisse qui discutent comment les enfants naissent. Et hop, l'enfant allemand dit bah, chez nous, c'est la cigogne qui l'apporte, il livre ça, et tac, on a un nouveau bébé. Et le français se dit oh ben non, chez nous, c'est le papa qui va dans la chambre, et puis après, il y a un méli-mollet, puis après le méli-mélo, il y a un enfant. Et chez vous, en Suisse, eh ben, le petit Suisse dit eh ben, chez nous, ça dépend en fonction du canton. Et ça, c'est la grande question. Est-ce que chez nous, il n'y a pas trop de différence d'un canton à l'autre? Ou c'est peut-être un avantage? Qu'en pensez-vous? Alors, je crois que nous sommes quand même bien dotés en ressources, donc on peut se permettre un certain nombre de choses quand même. Mais je trouve que c'est mieux. Et même si les différences culturelles sont plus importantes. Et pour finir, dans notre ronde, Eliane Kreutzer, qui est notre hôte aujourd'hui. Et donc, si vous comparez avec l'Allemagne, est-ce que vous jalousez l'Allemagne? Comment est-ce que nous nous positionnons en tant que Suisses? Jalouse, non, je ne crois pas, mais je trouvais très intéressant lorsque vous avez dit que c'est plus simple dans les pays qui ont une certaine structure hiérarchique plutôt que dans des pays très fragmentés comme la Suisse ou l'Allemagne. Mais c'est vrai que
Je vais peut-être le faire en tant que patient potentiel. Je dirais, écoutez, mais personne n'y comprend rien parce que, alors si je me dis, bon, tu as besoin d'un dossier du patient, je ne comprendrai pas maintenant en tant qu'assuré et en tant que patient, je ne saurais pas encore quoi faire. Alors je sais, oui, il existe différents projets. Oui, mais c'est compliqué. Et je crois que certains imaginent que c'est une chose très simple, et pour le patient, non. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas encore vraiment satisfait du niveau de transparence ou, pour être plus concret, vous êtes satisfait des données que vous recevez des médecins? Bon, c'est vrai qu'on peut toujours augmenter la transparence. Et ce que le professeur Greiner a dit était une bonne chose. C'est vouloir, ce n'est pas forcément savoir. Et c'est vraiment une bonne chose parce que la transparence peut aussi avoir des effets pervers finalement. Donc nous sommes vraiment conscients du fait que la transparence peut aussi comporter un risque. Alors chez nous, sur le plan de la démocratie, toutes les 8 semaines à peu près, nous allons aux urnes, nous nous exprimons sur la politique. Alors en fait, c'est vrai que le souverain a aussi signalisé qu'il ne veut pas forcément cette identité électronique. Et là, vous pouvez toujours y aller. Bon, c'est vrai que à Berne, on peut ouvrir un dossier électronique du patient et il y a une soixantaine de dossiers. Et je sais qu'il y a un patient qui a 85 ans, que je vois tous les 3 mois, et qui me dit, vous savez, en fait, j'ai ouvert un dossier électronique du patient, j'en ai pas besoin, mais je voulais juste savoir si j'étais assez intelligent pour y arriver. Je voulais donc voir ce processus. Mais ce qui était fou, c'est tout ce que j'ai dû apprendre pour le faire. Et là, ce n'est pas un sujet qu'on aborde en cabinet, en consultation. Oui, mais on a eu une votation où on s'est dit, oui, voilà, on a fait une bonne chose, organisée de manière centralisée, et tac, le souverain n'en a pas voulu. Monsieur Besson. Oui. En tant que patient, bon, je ne parle pas en tant que H+, mais en tant que patient, oui, j'ai des réticences. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il adviendra de toutes ces données? Quelle est l'utilité? Donc, on voit peut-être qu'il n'y a que les professeurs et les têtes bien faites dans l'économie de la santé qui veulent nous imposer ce dossier. En fait, pensez au domaine bancaire. Là, on sait que ce n'est pas censé de courir dans la succursale pour la moindre petite transaction. On le fait sur son téléphone et on voit tout de suite l'utilité. Mais là, en tant que patient, je me dis, mais quel est l'intérêt à changer? Ça fonctionne, ça roule. Vous voyez, parce qu'il y a aussi l'autre discussion, parce qu'il y a des groupes qui voudraient laisser cela aux mains d'Amazon et de Google. Et là, la grande question, c'est est-ce qu'on veut vraiment se faire supplanter par un Google, un Amazon dans ce domaine-là de la santé? Et est-ce qu'on ne sera pas mieux protégé, donc dans le sens de la protection des données, que de l'avoir, nous, entre nos mains? Oui, c'est la question. Qui doit s'y mettre? À qui il faut remettre ce dossier? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'État qui doit le faire, comme les passeports? Mais les acteurs de la santé ne veulent pas forcément laisser cela aux mains de l'État. La réglementation en Suisse était quand même assez stricte. Nous en avons deux. Il y a l'OFSP et la FINMA. Oui, mais pourquoi vous dites cela? Oui, nous sommes un peu sceptiques quand même. Et c'est vrai qu'il faut quand même une certaine fidélité au système et comment la garantir. Donc, c'est vrai quand même qu'un système étatique sera peut-être plus à même de le mettre en œuvre que des entités qui ont des intérêts particuliers. Nous avons aussi tous les cantons. Et si Zurich fait quelque chose, eh bien, ce n'est pas dit que le canton de Genève suivra. Donc, pour moi, les données décentralisées, je ne suis pas contre. Parce que nous avons des données de la naissance jusqu'à la mort. Bon, nous produisons, nous avons des données. Mais je pense que ce qui est important là, c'est vraiment de faire les interfaces entre les différentes bases de données. Madame Kreutzer, qui devrait avoir vraiment la mainmise, qui devrait vraiment avoir le sceptre en main dans ce dossier? Alors, ce sujet, ce n'est pas mon dada, je dois le dire.
Mais il y a quand même de nombreuses communautés, de projets aussi qui sont en route déjà depuis des années. Et si on voit qu'une des entités perce, eh bien, on peut vraiment après le généraliser, mais c'est la grande question. Parce que vraiment, le cloisonnement cantonal, chacun la pensée de silo. Bon, d'accord, ça c'est difficile. Mais si quelqu'un trouve une bonne idée, pourquoi pas ne pas la généraliser? Oui, donc il faudrait comme avoir une espèce d'événementiel, de donner envie, comme pour les consommateurs, de leur donner envie aux patients. Eh bien, il faudrait que les acteurs voient une plus-value, et pas seulement les patients, mais aussi le corps médical, car ils sont aussi impliqués là-dedans. Et pour moi, en tant que médecin, eh bien, je trouve que mon réseau est vraiment très important. Ce qui est aussi important, c'est que les patients soient encadrés par un système basé sur le médecin de famille, qu'il y ait une communication, et ça fonctionne plutôt bien. Ceci dit, il est bon aussi de pouvoir avoir les éléments plus généraux de l'anamnèse du patient et de pouvoir la transférer. Et c'est vrai qu'on a de bons exemples et il faudrait que cette bonne pratique se soit généralisée après. Bon, vous parlez de votre réseau. Donc, vous diriez que ça fonctionne et que les patients sentent bien que ça leur apporte quelque chose, que ce soit coordonné. Oui, oui, avec des soins bien intégrés, c'est très bien. Les patients n'ont pas besoin forcément de plus. Mais il semble quand même que la coordination ne soit pas optimale partout. Et chez vous, en Allemagne, ça fonctionne bien? Ou est-ce que ça passe par un certain nombre de modèles? Oui, nous avons un certain nombre de modèles. Et là, malheureusement, c'est vrai que les prestataires sont très vite frustrés parce que c'est eux qui doivent écoper du travail. Et donc, ils n'ont pas ce bon sentiment d'être dans un réseau. Et donc, de pouvoir, par exemple, si un patient a eu un accident et un premier soin dans les montagnes parce qu'il a fait un accident de ski, il peut après avoir un suivi chez lui. Et donc, les médecins ont du mal parce que le travail reste chez eux et ils se disent, mais pourquoi est-ce que je devrais subir ça? Et beaucoup disent que c'est aussi un problème, justement. C'est vrai que tout le monde trouve que c'est bien, mais après, quand il s'agit vraiment d'y aller, il faut le faire jusqu'à l'horizon 2025. Chacun dit, ah, attention, mais on a encore un peu le temps, il nous faut plus de temps. Voilà, maintenant, je vais céder le micro au public. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la lancer. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Voilà, la troisième rangée, je vois une main levée. Attendez le microphone, s'il vous plaît. Alors, dites qui vous êtes brièvement. Et vous, je représente d'un Suisse. Merci beaucoup. J'aimerais revenir à l'utilité, parce que c'est vrai qu'on en discute souvent de l'infrastructure. Et si demain, on avait un dossier électronique du patient demain, hop, alors que faites-vous autrement? Parce que c'est vrai, on ne peut pas simplement dire, on ne peut pas simplement mettre en électronique ce qu'on avait déjà jusqu'à présent. Ouh là là, une belle expérience. OK, imaginons. Alors, que faites-vous autrement? Ça dépend. Si c'est un patient que je vois en consultation, je ne fais rien d'autre. Si j'ai un service d'urgence et que je suis à la campagne ou n'importe où et que soudain, au pied levé, je dois traiter un patient que je ne connais pas, eh bien oui. Alors, si le dossier n'est pas complètement déstructuré, mais que je sais qu'au bout de 3 minutes, je connais sa liste de médicaments, qu'au bout de 3 minutes, je connais la liste des diagnostics et que je sais les allergies et les éléments les plus importants de son anamnèse, je suis super heureux et je l'utilise. Donc, l'accès, bien sûr, devrait pouvoir être fait en 2 minutes et l'information qu'il me faut, je la veux en l'espace de 2 minutes et pas devoir passer dans une espèce de cimetière de PDF où je dois cliquer pendant des siècles et être en plus après responsable si je loupe un rapport qui était peut-être caché dans toute cette foultitude de dossiers. Madame Kreutzer, question.
Est-ce que ce serait lié à des sanctions, tout ça? Parce qu'en fait, il faut avoir confiance dans ce dossier, que l'autre médecin traitant, le suivant, ait tout fait juste, ou celui qui a travaillé avant moi. Parce qu'on ne peut pas dire, oui, j'ai toutes les informations, mais je fais quand même autre chose. Bon, c'est une question d'amateur, de néophyte. Alors, pour moi, ça aurait des sanctions si j'avais pu connaître des contenus que j'ignore par un manque de diligence, vous voyez? Et donc, oui, là, mais si c'était là, mais je ne pouvais pas le savoir parce que c'était touffu, ou si, par exemple, je fais quelque chose à double. Oui, c'est ça, parce qu'il faudrait aussi pouvoir éviter les doublons. Les sanctions, lorsque je fais quelque chose à double, je ne connais pas. Et ça, il faudrait aussi en tenir compte, parce qu'il faut quand même aussi une confiance dans ce dossier qu'on a sous les yeux. Oui, enfin, si moi, dans mon domaine, mon dossier à moi, dans mon cabinet, eh bien, j'ai aucune plus-value, donc la question ne se pose pas. Mais si je dois assurer un service d'urgence, la question se pose, effectivement. Et là, je n'ai peut-être pas les éléments à ma disposition et cela peut provoquer des doublons. Donc, si j'ai ce patient et que je l'envoie aux urgences, c'est à eux de voir. Et si eux font une analyse de laboratoire alors que j'avais fait la même 10 jours avant, oui, c'est vrai, la question du doublon peut se poser. Dans les hôpitaux universitaires, qui sont aussi des établissements formateurs, je l'ai aussi remarqué, eh bien, on fait plusieurs check-ups parfois. Eh bien, c'est impressionnant parce que on recommence à poser la question « Qui êtes-vous? Quelle est votre anamnèse? » etc. Et là, cette expérience que proposait notre auditeur, est-ce que ce serait une idée de dire « Voilà, j'arrive et quelqu'un veut faire une analyse et voilà, tac, mais elle a déjà été faite. » Eh bien, bon, il faudrait beaucoup plus de temps pour juste connaître toute l'anamnèse, donc plus de lecture, plus de travail. Surtout lorsqu'il y a beaucoup d'informations et plus que celles dont on n'aurait pas besoin. Oui, mais c'est peut-être mieux parce qu'en tant que patient, on oublie parfois le nom de son médicament. Est-ce qu'il s'appelle Séroplasto, Plastocère, quelque chose? En tant que patient, j'oublie. Et donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un travail supplémentaire pour l'hôpital, parce que là, le dossier, ça pourrait être un avantage, puisque ceux qui veulent changer le système veulent une amélioration, on est d'accord. Anecdote. Nous avons été au Danemark, qui sont très avancés aussi. Ils ont fait un grand programme hospitalier qui est exemplaire. Et le patient danois arrive à l'hôpital et le médecin lui dit « Qu'avez-vous, monsieur, madame ?» Et le patient était choqué parce qu'il se dit « Mais ce médecin, c'est pas préparé. » En Allemagne, le médecin va dire « Ah, vous avez déjà fait cette opération, etc. » Eh bien, le patient va dire « Mince alors, il sait déjà tout de moi. Et qu'en est-il de la protection des données alors ?» Vous voyez, donc là, il y a une attente différente du patient selon où on se trouve. Et ce problème est connu. Nous devons trouver une voie de ne pas tout mettre sur PDF pour éviter de devoir compulser des centaines de pages, pour que ce soit lisible et aussi qu'il y ait une espèce d'anamnèse concentrée qu'on puisse vraiment gérer, parce que sinon c'est pire qu'avant. Et surtout pour les médecins qui boycotteraient cela, à juste titre. Alors, on voit par exemple le président américain qui doit être briefé chaque jour sur la situation dans le monde. Donc, ils doivent vraiment réfléchir à la manière dont ils vont lui faire passer l'information. Est-ce que dans le domaine de la santé, est-ce qu'il est clair comment on pourrait le faire? Est-ce qu'il y a une bonne pratique déjà? Oui, on a cette espèce de dashboard qui en fonction de la morbidité du patient déjà, qui compose les données les plus importantes. Et ça doit déjà suffire au médecin. Après, si le médecin est intéressé par un détail, il peut peut-être trouver des documents. Mais il aurait déjà vraiment les informations très importantes, notamment aussi les allergies, que le médecin ne pourrait pas louper alors. Voilà donc cette synthèse de l'anamnèse. Que feriez-vous si vous l'aviez ou ce n'est pas important pour les assurances? Alors, pour notre travail opérationnel, ce ne serait pas important puisque ce sont des données patients, pas des données de facture et nous n'avons pas accès. Nous ne devons pas avoir
accès à cela, mais c'est vrai que d'éviter les doublons, ça pourrait aussi être intéressant pour les assureurs. Une question de la part du public encore? Voilà, nous sommes dans la toute dernière demande. Alors, tout le monde est encore là. Vous pouvez poser des questions tout à l'heure. Voilà. Maintenant, la dernière question. J'ai trouvé très intéressant votre déclaration qui dit, voilà, lorsque nous avons des données, mais après nous avons des structures, mais on ne sait pas ce que ça donne après. On ne connaît pas le résultat, même si on a les données. Et puis, alors je me dis, mais est-ce qu'on a ce problème aussi, donc des données que nous avons déjà, qui existent déjà, et lorsque c'est transparaît, est-ce que ce sont les bonnes données ou est-ce qu'on en sait trop sur les mauvaises données? Donc, est-ce qu'on en sait trop, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse? Bonne question. Alors, je vais parler en tant que HSK. Nous avons beaucoup de données, pas toutes celles que nous aimerions, et nous essayons toujours, justement, de bien travailler avec ces données. Mais c'est clair, on peut toujours travailler avec des données, mais on ne veut pas non plus de cimetière de données. Monsieur Struve, la qualité des données, à votre sens? Nos données maison sont bonnes, les meilleures, ai-je même entendu. Mais c'est vrai que dans le domaine de la santé, on peut améliorer la qualité, notamment des données. Monsieur Besson, pour les hôpitaux? Alors, les cimetières de données, nous les avons déjà. Et M. Struve le dit à juste titre, nous avons beaucoup de données. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de plausibiliser ces données. Et qui le fait? Oui, une autre piste. Alors vous, je ne vais pas vous donner la parole parce que vous allez la voir tout de suite et vous pourrez dire tout ce qui vous passe par la tête. Et vous, M. Greiner, après les échos de la nation de la lutte, oui, alors c'est vrai que vous êtes encore un peu plus fragmenté, mais je crois qu'il faut essayer, en Allemagne comme en Suisse, il faut trouver la voie d'avoir vraiment un but. Il peut y avoir des voies différentes pour y arriver, par exemple, qu'on prend les données et il faut se demander quelles données sont disponibles et donc desquelles on a besoin. Mais ça, on peut le décider lorsqu'on a vraiment le but en tête. Voilà, merci beaucoup à ce premier panel.